Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Alors que le secteur éducatif privé innove avec la multiplication des établissements, le secteur public, quant à lui, avance à pas de tortue. La prolifération des établissements privés n'est pas mauvaise, reste à savoir comment elle se fait. Le reportage Aldo Mabunda. À chaque rentrée administrative, il y a également la création de nouveaux établissements scolaires de tout niveau pédagogique. Pendant que le secteur éducatif privé innove en multipliant les édifices, de l'autre côté, rares sont ces villes qui bénéficient de la construction des bâtiments scolaires, encore moins la transformation. Il est certes important de multiplier les établissements dans ce secteur que bon nombre de parents préfèrent, sous prétexte que les chances de réussite de leurs enfants sont multiples, car le taux d'élèves dans les salles des classes est abordable et les enfants assimilent mieux les cours. Une autre catégorie de parents dira que le privé est mieux dans la mesure où les enseignements dispensés dans ce secteur sont de qualité. Ce sont certainement les enseignants qualifiés qui dispensent également dans les établissements publics de la place. À la seule différence, la ponctualité, la rigueur et la discipline doivent être au rendez-vous, même si cela est également demandé au secteur public. La tutelle à travers ces inspecteurs est-elle à mesure de lister les établissements qui se trouvent dans la capitale? Ces établissements ont-ils été créés selon les règles de l'art? Obéissent-ils aux exigences du département du cadastre et de l'urbanisme en matière de construction afin de mettre à l'abri du danger les apprenants et même le corps enseignant? Ou alors, n'est-il pas là une stratégie développée et mise en place par ses fondateurs pour pouvoir se faire des moyens pécuniaires? Pouvons-nous dire que l'efficacité d'un secteur éducatif national se juge par la multitude d'établissements ou par la qualité d'enseignement dispensé dans ces milieux? Telles sont les interrogations de bon nombre de Gabonais. Parmi les institutions publiques jouant un rôle presque capital pour le développement de notre pays, il y a le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Une institution, entre autres, dont le rôle et mission restent encore inconnus pour le grand public. Futsi Boulanga Mouleka. Au Gabon, la création du Conseil économique et social date de la loi cadre de Gaston Defferre de 1956. Son premier président est Paul Idjidjen Ngonju. Il a 25 membres, nommés pour 4 ans de mandat. De façon générale, le Conseil économique, social et environnemental, en abrégé CSE, a, entre autres missions, l'introduction de nouvelles méthodes de travail basées sur l'expertise des différents acteurs sociaux qui le composent. Une expertise dont le but est d'éclairer l'action des pouvoirs publics. La société civile doit y avoir une place de choix. Dans notre pays, le Conseil économique, social et environnemental collabore au plus haut niveau avec les instances décisionnelles constitutionnelles du pays. En effet, l'institution joue un rôle consultatif. Elle intervient par ses avis, rapports et recommandations à la bonne gestion du pays. L'article 103 de la Constitution gabonaise lui attribue les droits et devoirs d'intervenir sur tous les aspects du développement économique, social, culturel et environnemental. Ainsi, elle mène des réflexions en matière de politique financière et budgétaire, sur les politiques de gestion des matières premières, des politiques sociales, culturelles et environnementales. Grâce à l'article 104 de la même Constitution, il peut donner un avis favorable, défavorable, mitigé sur les questions qui lui sont soumises par le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique. Devenu le Conseil économique, social et environnemental, le premier et actuel président est René Ndomezo Obiang. L'institution est obligatoirement consultée sur tout projet de programme concernant ces 4 volets, mais aussi sur toute disposition législative à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Enfin, le gouvernement et le Parlement ne peuvent rester de marbre aux avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental lorsqu'ils en sont saisis. C'est donc une institution de facilitation, d'aide à la prise de décision, un baromètre pour les institutions et politiques publiques. Une telle institution doit être connue par tous les acteurs sociaux du pays. Ce journal se poursuit avec cette mauvaise nouvelle, mais à laquelle il fallait s'y attendre. Le personnel de la Sogatra a décidé tout bonnement d'arrêter le service minimum pour entrer en grève illimitée. 7 mois de salaire impayé, trop c'est trop, estime le personnel. Inès Gungamombo. Cette affaire-là n'arrange pas tout le monde. D'autres sont là pour vouloir boycotter le mouvement, alors que le ministre des Transports et de la Logistique, M. Justin Ndundangoy, a reconnu notre mouvement. Il sait que nous sommes à 7 mois de salaire impayé. Notre directeur général, M. Alphonse Oyabi Niala, reconnaît notre mouvement parce que nous avions 7 mois de salaire impayé. Mais aujourd'hui, certaines personnes tapis dans l'ombre sont en train de vouloir corrompre nos collègues conducteurs moyennant
un petit 20 000, 10 000, que non, il faut sortir le bus. Si vous ne sortez pas, certainement, on va dire, oh, c'est nous. Mais ce n'est pas nous. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, il sait qu'il y a des gens ici à Sogatra. Et nous supportons, parce que le président, en 2009, il a parlé. En 2016, il a parlé, qu'il fera de la Sogatra son cheval de bataille. Et nous sommes conscients que le président Ali Bongo Ondimba ne va jamais nous laisser tomber. Nous sommes conscients que le président va tout faire pour mettre la main sur la table afin de nous solutionner les problèmes de salaire. Et les agents ont décidé unanimement que le service minimum est fini. C'est arrêté, clairement arrêté. Et nous sommes rentrés dans une grève illimitée. Et nous resterons là. On ne casse pas nos bus parce que c'est le bus qui nous fait travailler. Le président ne va jamais nous abandonner. Et il est toujours là. Il a dit quelque part qu'il sera content quand il verra que les Gabonais sont contents. Qu'il sera à l'aise quand il verra que tous les Gabonais sont à l'aise. Nous, on a pris ça, on a pris le président au mot et nous attendons. Nous ne sommes pas à l'aise. Je suis sûr et certain, si les agents de la Sogatra ne sont pas à l'aise, le président de la République aussi n'est pas à l'aise. Donc nous sommes là, on attend la décision du président de la République pour que Sogatra puisse travailler. Fini le premier tour des législatives 2018, arrive le second tour. Mais déjà, il y a des mécontents. C'est le cas au premier siège du 5e arrondissement où le candidat du SDG, social-démocrate gabonais, placé 4e au résultat final, revendique sa victoire au premier tour. Le reportage d'Arnaud Mbabekong. À la fin du premier tour des législatives 2018 et de tour unique des locales, il y a des mécontentements dans les états généraux des candidats aux législatives, du moins certains, à l'exemple du candidat du premier siège du 5e arrondissement au compte du SDG, social-démocrate gabonais, qui revendique la victoire au premier tour. Il estime avoir été le vrai vainqueur. La première, c'est celle d'avoir fait connaître notre parti dans notre arrondissement et particulièrement dans le premier siège. La deuxième, c'est que nous sortons deuxième aux élections locales avec un bon nombre de conseillers. C'est à féliciter. Mais ce qui est dommage et ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est le fait que celui qui en principe devrait être déclaré vainqueur à cette élection soit recalé au 4e rang. Comment expliquer que je puisse me retrouver avec 408 voix? Or, lorsqu'on fait la somme, le total des PV, je devrais en principe passer au premier tour, sinon, quelles que soient les combinaisons, me retrouver au second tour. Nous sommes donc déçus de l'organisation, de la gestion de cette élection au niveau du premier siège du 5e arrondissement. Une victoire que réclame aussi cette électrice au nom de la maternité qu'elle exerce sur le candidat à titre sociopolitique uniquement et non biologique. Karim Nzengi était en tête de toutes les salles. Il a battu le record de 7 salles de victoire. Mais après, on a brigué, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Normalement, nous voulons notre victoire. Nous sommes là, je veux voir mon enfant devant, c'est tout. Je n'ai pas autre chose à demander. Je veux seulement la victoire de Nzengi Karim. Je veux voir la victoire de Nzengi Edouard. C'est tout. Qu'on remette à Nzengi ce qui nous revient de droit. C'est ce que nous voulons. Moi aussi, je le veux. Quand l'enfant a gagné, la mère est contente. C'est ça, je ne sais pas si je me trompe. La mère ne peut qu'être derrière son enfant. J'ai besoin de la victoire de mon enfant. Que Nzengi, qu'on lui remette ce qui lui revient de droit. C'est tout ce que je veux. Même son de cloche pour cet électeur excédé par la défaite cuisante de son candidat. Qui a réuni et les vieux, et les jeunes, et les infirmes. Et que nous avons donné notre confiance au nom de Karim Nzengi. Hein? Mais finalement, un matin, vous vous levez. Vous venez prendre ce qui nous appartient. En l'espace de 2 semaines, Edouard Nzengi, alias Karim Nzengi, estime avoir porté haut la voix et la vision du chef de l'État dans sa circonscription politique coin 0 coin, où le nom d'Ali Bongo n'avait pas droit de citer, en réussissant à rallier la masse à la cause du chef de l'État et qu'on en vient à une falsification présumée pour l'heure des résultats. Karim Nzengi se pose donc la question de savoir à qui s'attaque-t-on, à sa personne ou à celle du chef de l'État. Preuve en sa possession, il entend saisir la haute juridiction juge des élections politiques en République gabonaise, la Cour constitutionnelle.
est visiblement très remonté. Edouard Nziengi dit avoir regroupé toutes les preuves de la fraude organisée au premier siège du 5e arrondissement et ajoute qu'il va saisir la Cour constitutionnelle. Comment donc expliquer que les bureaux de vote qui ont été annulés pour le compte du premier siège soient les bureaux où je viens largement en tête de mes adversaires? Donc c'est autant d'irrégularités. Aujourd'hui nous avons saisi donc notre avocat et notre huissier de justice. Nous avons fait donc la compilation de l'ensemble des PV pour faire la démonstration, pour apporter la preuve de notre victoire. Il est donc anormal de constater que des gens qui ont du mal à vendre la politique du chef de l'État dans le premier siège du 5e arrondissement soient déclarés en ballottage pour cette élection. Eux qui avaient du mal à aller dans des zones comme Mélène, Malaba, Bisségué, qui autrefois étaient considérés comme étant le bastion de l'opposition. Et aujourd'hui, le SDG est parvenu à faire passer le message du chef de l'État, le message de développement de notre pays. Aujourd'hui, les populations ont, à travers le parti, les sociodémocrates gabonais et à travers ma personne, ont finalement adhéré à cette politique. La question qui reste à poser est celle de savoir à qui s'attaque-t-on? Au chef de l'État ou à Karim Nziengi? Pourquoi celui qui a été considéré pour cette élection, pour le compte du premier siège comme étant un amateur, qui soit donc venu victorieux de cette élection, soit recalé au 4e rang? C'est la question qui reste tout entière, mais nous avons déjà commencé à entreprendre un certain nombre de démarches et nous ne comptons pas nous arrêter parce que nous allons faire la preuve de notre victoire. En tout cas, cette élection doit être reprise dans le premier siège du 5e arrondissement. Hors de nos frontières, on parle également politique. Le chef de file de l'opposition péruvienne, Keiko Fujimori, fille de l'ex-président Alberto Fujimori, a été arrêtée dans le cadre du scandale Odebrecht, le géant du BTP brésilien qui a versé des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine. On voit tout cela avec nos confrères de la presse internationale. Keiko Fujimori devait être simplement entendue par le juge. Elle est finalement ressortie menottes au poing à la demande du parquet. Les autorités péruviennes accusent son parti d'avoir reçu des financements de campagne illégaux à hauteur de 1 million d'euros. Une arrestation surprise que dénoncent ses proches. Aujourd'hui, en l'arrêtant de cette manière, je pense qu'une grande injustice a été commise. Ce n'est pas ce qu'on attend de la justice. C'est politique et c'est tout simplement abusif. La justice soupçonne son parti, situé à droite de l'échiquier politique, d'avoir reçu de l'argent du géant brésilien du BTP Odebrecht pour financer sa campagne à la présidentielle de 2011. Des accusations que Keiko Fujimori, 43 ans, a toujours niées. Dans la tourmente, la dirigeante de l'opposition peut compter sur ses soutiens. Les charges contre Keiko ont été montées de toutes pièces. Nous, le peuple péruvien, allons nous soulever. Ce pouvoir judiciaire est une honte nationale. C'est de la corruption. Les juges, les procureurs, tout le monde est corrompu. Au Pérou, d'autres personnes sont aussi visées par la justice, une vingtaine au total. L'affaire Odebrecht, un scandale de corruption qui éclabousse toute la région. Le géant de la construction a reconnu avoir versé pendant des années des pots de vin pour obtenir des chantiers en Amérique latine. Politique encore. Élection présidentielle au Cameroun, c'était il y a quelques jours. Bien qu'aucun résultat ne soit disponible, l'organe en charge de l'organisation de ce scrutin, ELECAM, s'active pour donner le nom du futur président du Cameroun dans les plus brefs délais. On rentre dans les coulisses du décompte officiel avec nos confrères de la presse internationale. D'ordinaire, c'est un tribunal pour rendre la justice. Mais ce mercredi, on y recherche plutôt la vérité des urnes. Autour de ce magistrat, des représentants de candidats, de l'État, de la commission électorale. Dans ces cartons, des enveloppes contenant les procès-verbaux de la discorde. Des documents au cœur des soupçons de fraude dénoncés par l'opposition. De supposées fraudes qui, aux yeux du représentant de l'État, ne sont bien souvent que de simples erreurs de saisie. Nous avons constaté des erreurs de calcul, c'est-à-dire que les calculs contenus dans certains procès-verbaux ne correspondaient pas aux calculs retrouvés au niveau de la machine. Ce type de commission tripartite doit valider les résultats de chacun des 58 départements du Cameroun. Mais ce sont les procès-verbaux établis par la seule commission électorale ELECAM qui feront foi en cas de contestation.
Une règle que dénonce le représentant du candidat Maurice Kamto qui a revendiqué la victoire. Les PV sont apportés par les camps. Nous avons aussi nos PV. Le moment venu, on va comparer ce travail et voir si c'est les PV sortis des bureaux de vote. Parce que je ne peux plus affirmer cela. Au siège des LECAM, les avocats de la commission électorale comme celui-ci se préparent à un long contentieux post-électoral. Sur sa table, des recours contre des irrégularités déposées par des électeurs. Comme les citoyens, les candidats n'avaient que 72 heures jusqu'à ce mercredi pour contester les opérations de vote. Une course contre la montre. Dans ce dossier, le recourant explique le fait qu'il n'a pas pu voter et qu'il a vu beaucoup de fraudes. Nous n'avons que la loi pour nous protéger. Nous vérifions, nous faisons des vérifications sur le terrain et nous concevons une réponse que nous devons déposer au Conseil constitutionnel dans les 48 heures. Le Conseil constitutionnel, l'ultime recours pour les candidats qui choisiront la voie de la contestation légale. Une institution accusée de partialité par l'opposition, avec ses 9 sages, tous nommés par Paul Biya, un organe seul habilité à proclamer le vainqueur avant le 22 octobre. Les sports à présent. Dans le cadre de la poursuite de son plan d'action, la Fédération gabonaise de boxe a procédé à la remise d'un important don de matériel au Boxing Club Phoenix en présence des athlètes et des responsables de cette association sportive. Lieu de la manifestation, le lycée national Léomba. Euphrem Biogoezo. Doter les clubs de Libreville et de l'intérieur du pays du matériel neuf devant permettre aux différentes associations sportives bénéficiaires de pouvoir mener à bien leurs activités régaliennes sans difficulté majeure, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps, où les structures étaient face à diverses difficultés. La FEGABOX, par l'entremise de son bureau directeur, a mis en œuvre un plan salvateur, celui de pouvoir combler les carences dont fait face les clubs. Après la Ligue de boxe du Haut-Ogooué, le tour est revenu Boxing Club Le Phoenix de recevoir un don de matériel composé de paires de gants, casques, protège-dents, sacs, en présence des pensionnaires et des responsables de la section boxe de cette association. Alfred Bongondimba, président de la Fédération gabonaise de boxe, entame ainsi le premier volet de son plan d'action, celui lié à la restructuration de la boxe gabonaise. Comme on l'a dit, la fédération est là pour accompagner les clubs. La fédération est là pour promouvoir la boxe et la fédération souhaite fournir à tous les clubs les mêmes chances en termes de matériel. D'accord, de manière à fidéliser les licenciés, que chacun reste dans son club et que chacun puisse avoir le même matériel que le voisin pour pouvoir évoluer paisiblement dans la pratique de la boxe. Une satisfaction d'autant plus partagée par la direction technique du club, laquelle est d'ailleurs composée des anciennes gloires de la boxe gabonaise, un matériel qui vient pour nommer lorsqu'on sait les ambitions dont affiche le Boxing Club Le Phoenix dans le cadre de la formation. Nous avons tout ce qui est comme matériel d'entraînement. Nous avons M. Mabikatelo qui arrive parmi vous. Donc c'est pour nous une grande joie. C'est une nouvelle naissance pour nous. Une nouvelle naissance. Donc nous remercions tellement la Fédération gabonaise de boxe pour ce grand geste qu'elle nous a fait pour cette jeunesse. Le matériel de boxe demande l'entretien. Ça veut dire ceux qui ne connaissent pas comment l'entretenir. Je ne me vends pas, je suis loin des entraîneurs au niveau du Gabon. Donc le matériel de boxe, tous les dimanches, vous devez le prendre, mettre la vaseline, l'entretenir pour que ça dure. Si vous ne le faites pas, ça ne peut pas tenir. Et puis le problème qui nous touche encore, il faut la salle. Une bonne salle où on peut les accrocher pour la sécurité. C'est le problème pour nos gens qui nous manque encore. Sans matériel de pointe, rien ne peut se bâtir autour du noble art. C'est un véritable ouf de soulagement pour l'ensemble des bénéficiaires de se voir ainsi doté des moyens d'accompagnement devant permettre à la boxe gabonaise de sortir progressivement de la léthargie. Et parmi les bénéficiaires présents, la Ligue de boxe du Haut-Ogooué dit soutenir l'action du président de la FEGABOX. Philippe Eganjas s'explique au micro de Frem Biogoetso. C'est ce que les boxeurs et les dirigeants ont toujours voulu. Nous, on travaille à base des équipements. Si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas travailler. Donc vraiment, c'est une fierté, c'est une immense joie. Comme je disais la dernière fois à Franceville, quand j'ai reçu mon don, on ne sait pas comment expliquer cette joie. Les mots nous manquent. Depuis 3 jours, nous avons la création de 2 nouveaux clubs.
dont le fondateur du boxe Okoumé a créé 2 nouveaux clubs, un à Mwanda, un à Franzine. Donc désormais, on aura un deuxième Okoumé Johnson à Franzine, un troisième Okoumé Johnson à Mwanda. Donc j'étais déjà à 5, on est à 7 clubs dans l'Outogoué. Donc c'est pour essayer amicalement, c'est pour essayer de briser la pole position de vestiaire. Parce qu'aujourd'hui le vestiaire est toujours non, nous sommes la première province à être ici, à voir ici. Non, mon jeu le Haut-Togo arrive dans 1 à 2 ans, je crois qu'on sera en égalité sur le plan club. Est-ce que vous avez déjà démarré les activités? Sinon, quand ça démarre? Effectivement, je suis venu voir la fédération pour pouvoir démarrer ces activités, avoir le top. Parce que nous, les ligues, on est commandé par une fédération. On ne peut pas faire n'importe quoi sans la fédération, non, le top. Voilà aujourd'hui tous les dossiers qui se passent dans le Gabon. Il faut que l'État arrête ça. C'est un désordre. Ce n'est pas normal. Nous avons une fédération. Qu'on respecte le président fédéral. Nous avons un président de ligue qu'on le respecte. Battu en RDC lors d'un combat pour la quête de la ceinture WBC, Taylor Mabika sort de sa torpeur, ou devrais-je dire de son silence. Il affirme avoir été abandonné par les siens, d'où les raisons de sa défaite. Euphrem Biogoedzo. Après sa défaite à Kinshasa face à un Congolais dans le cadre de la conquête de la ceinture WBC, Taylor Mabika, boxeur gabonais, sort finalement de son silence. Il affirme avoir été abandonné par les autorités sportives locales dans la quête de cette distinction. Les moyens dont il disposait ne l'ont pas permis de venir à bout d'un adversaire qui avait les faveurs de pronostic, car évoluant à domicile devant son public. Mieux encore, cette défaite qui vient un tout petit peu ternir sa carrière l'a plutôt permis de mieux apprendre. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Cette défaite, voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux ne pas se lancer. Voilà. Et je me suis retrouvé un peu seul à Kinshasa. Pourtant j'ai tiré sur la sonnette d'alarme maintes fois, mais voilà, ça n'a pas... Je me suis retrouvé un peu tout seul à Kinshasa. Pendant cette expédition intercongolaise, Taylor Mabika n'a bénéficié que du soutien de la Fédération gabonaise de boxe via Alfred Bongo Ndimba. Après cette défaite au Guamer, le boxeur professionnel gabonais s'est dit indigné de la cabale médiatique dont il a fait l'objet. J'ai fait pas mal de séances de kiné, comme vous avez vu sur mon Facebook. Au 4e round, je me suis fait mal au bras. Et à ma grande surprise, quand j'ai vu les coupures de journaux du Gabon, alors ils ont créé au massacre. Alors je me demande si on a vu le même combat. Je demande, après voilà, les détracteurs, ça ne m'inquiète pas. Moi je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai été fier d'aborder une fois de plus le drapeau du pays à Kinshasa, malgré le résultat. C'est ça qui fait ma fierté, c'est tout. Le bras, ça va déjà? Le bras, ça va, j'ai fait pas mal de kiné et voilà, j'ai ma ceinture WBC francophone à défendre d'ici décembre. Et après l'avoir défendu, selon le règlement de la WBC, j'ai le droit de faire une demande de revanche, si possible. Mais non, voilà, ça demande à être bien entouré. Et ne plus me retrouver un peu seul dans cette situation-là. Et donc, d'ailleurs même, c'est pour ça que je profite aussi à lancer à tous les Gabonais de continuer à me soutenir comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Et que cette fois-ci, on peut pas avoir fait tout ceci pour ne pas suivre derrière. Ce serait vraiment dommage. Et donc je profite à leur dire, voilà, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'un coup de pouce, comme à l'habitude. Voilà. Vous l'aurez bien compris, Taylor Mabika envisage remonter sur les rings d'ici mi-décembre, pourvu qu'il soit cette fois-ci accompagné des autorités sportives locales. Du côté de la Ligue de football de l'Estuaire, on parle du démarrage de la saison sportive et de la tenue d'une assemblée générale. Ce sera le 13 octobre prochain. À quelques jours du lancement des activités de la Ligue provinciale de football de l'Estuaire,
Le président Mendy Kabangoy, dans un entretien accordé à notre rédaction, a adressé en quelques mots les ambitions visées par le bureau exécutif de la Ligue provinciale. Les travaux de ces activités débuteront par une assemblée générale prévue ce samedi 13 octobre au siège du football Canon 105 d'Ovendo. Oui, le menu est simple puisque le samedi 13 octobre, nous avons l'assemblée générale au stade des 105, c'est-à-dire à la salle polyvalente des fêtes des 105. Ça sera à partir de 11h. Donc j'invite tous les présidents des clubs, j'ai dit bien tous les présidents des clubs, j'invite aussi les responsables, n'est-ce pas, des sous-ligues pour, n'est-ce pas, assister à cette assemblée générale. Quant au bicéphalisme évoqué à la Ligue de football de l'Estuaire, le président affirme que les mesures seront prises afin de sortir l'institution du gouffre. À cela, les courriers ont été adressés aux autorités compétentes habilitées à gérer le football national. Oui, bon, moi j'ai été vraiment par étonnement voir que Mombo a organisé l'Assemblée générale, c'est une semaine, je ne sais pas trop. Donc en regardant ça, ça m'a tellement gêné que jusqu'à présent il n'arrive pas à comprendre. Donc ce que je vais déjà dire au peuple gabonais, c'est-à-dire aux sportifs gabonais, que j'ai pris déjà, n'est-ce pas, mes mesures les plus régaliennes. Premièrement, j'ai adressé des courriers déjà aux autorités compétentes. J'ai envie de dire, le préfet de police, il a déjà le courrier. J'ai écrit au gouverneur, j'ai écrit à la Fédération gabonaise de football, j'ai écrit à la TUDEL et j'ai écrit à la direction provinciale. En concluant ces propos, Mendy Kabangoy appelle l'ensemble des présidents de clubs à s'unir autour de lui, qu'ensemble, ils tirent leur épingle du jeu. Plus d'erreurs, c'est du moins le mot d'ordre de l'ensemble des joueurs des Panthères du Gabon. Ils affirment à l'unisson que seule la victoire nous importe quoi qu'il arrive. Désormais, nous devons nous serrer les poings et vivre ensemble cette qualification qui pointe à l'horizon. Ça fait longtemps qu'on a gagné à la maison et qu'on a au minimum les 3 points à offrir au peuple gabonais. Parce qu'on sait que pour aller à la CAN, il faut faire carton plein les 4 matchs qui restent. On est une équipe consciente qu'on n'a pas bien commencé ces éliminatoires. Maintenant, si on est tous au complet et qu'on joue tous avec la même motivation, je suis convaincu qu'on peut renverser les pronostics dans ce groupe. Ce vendredi, le Stade de l'Amitié retiendra son souffle en attendant le coup de sifflet final de cette rencontre qui sortira le Gabon probablement vainqueur. Et on ne se quitte pas sans la question de l'expression libre. Qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu? Alors s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez l'auteur gabonais qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu? Ça devient longtemps. Kumba Kogé, c'est ça, je sais pas si. Vous proposez au Kumba l'auteur gabonais qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu. Alors La mouche et la glu, je pense bien qu'elle a été écrite par Kumba Kogé. Kumba Kogé. Okay. Déjà, La mouche et la glu. Maurice Kumba Kogé. Maurice Kumba Kogé. Bien sûr. Qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu? La mouche et la glu, je ne sais plus, j'ai oublié, ça ne vaut même la peine. La mouche et la glu. Je ne vous l'appelle, je ne sais plus. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis économiste, voilà le littéraire qui est là-bas. Merci. Écrit l'ouvrage La mouche et la glu. C'est ça. Je ne connais pas. Je suis étranger. Pardon. Okay. Alors s'il vous plaît, qui est l'auteur gabonais qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu? La mouche et la glu, je crois que c'est Christine Witt. L'auteur gabonais qui a écrit l'ouvrage La mouche et la glu? Je pense bien que c'est Ferdinand. Ferdinand. Ok. Bon, merci monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, qui a écrit l'ouvrage gabonais La mouche et la glu? La mouche et la glu a été écrite par Maurice Kumba Kogé. La mouche et la glu. La mouche et la glu. Je pense au combat Kogé.
Voilà, à retenir donc désormais pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, l'ouvrage gabonais « La mouche et la glu » a été écrit par Maurice Okumba Nkogé. C'était en 1984. C'est ainsi que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi.